Mendelblit qui à l'époque avait dit déjà que, si vous voulez, cette montagne qu'on avait essayé de mettre en place en face d'Aryeh Deri, etc., avait accouché une petite souris. Ouais. Mendelblit, à ses yeux, pour lui, Aryeh Deri n'aurait même pas dû arriver au tribunal. Pour Mendelblit, la chose était claire. Aryeh Deri aurait dû terminer devant les bureaux du fisc, avoir une amende et puis affaire conclue. D'ailleurs, c'est ce qui serait arrivé si ce n'était pas Aryeh Deri, ministre au sein du gouvernement israélien. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le député du parti Chasse Yossi Taïeb. Yossi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu, de vous être déplacé ici dans ce studio pour nous parler, on va dire, de l'actualité, on va dire, parlementaire brûlante. Et cette actualité, c'est avant tout la loi Deri qui revient sur le devant de la scène et qui doit être votée ce matin en lecture préliminaire. Alors, quel est, on va dire, qu'est-ce qui a permis, on va dire, de retrouver un nouveau projet de loi qui pourrait permettre à Aryeh Deri de revenir? C'est quoi exactement le petit secret, le petit déclic magique qui permettrait à Aryeh Deri de revenir au gouvernement? Je pense qu'il on n'a pas, il n'y a rien de magique. C'est tout simplement, on a attendu d'avoir la réponse de la conseillère, de la Yotzet Mishpati de la Knesset, qui a soutenu cette loi. Il y a eu plusieurs propositions de loi qui ont été déposées par les députés de Chasse, dont le député Moshe Arbel. Et lorsque cette loi a reçu le soutien de la Yotzet Mishpati de la Knesset, c'est là où on a décidé de déposer cette loi. Cette loi est très simple. Si vous voulez, empêche le Bagatz de se mêler sur la nomination d'un ministre au sein du gouvernement israélien. C'est-à-dire que dans la mesure où le ministre rentre dans les normes de la loi qui lui permettraient de rentrer au sein du gouvernement, le Bagatz ne pourrait pas accepter des attirotes, par exemple, comme on a vu des recours, comme on a vu la dernière fois, et donne la possibilité, donc, entre autres, à Aryeh Deri de venir et de reprendre sa place de ministre au sein du gouvernement. Cette loi a reçu le soutien de la Yotzet Mishpatit de la Knesset. En parallèle à ça, bien entendu, la Yotzet Mishpatit de la Memchala, elle ne la soutiendra pas et l'a dit à haute voix que dans la mesure où cette loi arriverait devant Bagatz, elle ne serait pas là pour la soutenir. D'ailleurs, sur le principe même qu'il y ait deux conseillers juridiques, l'un de la Knesset, l'un de l'autre du gouvernement, qui ne pensent pas la même chose, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Parce que je pense que c'est très bien. Il ne faut pas oublier qu'on a la séparation entre le gouvernement et la Knesset. La Knesset est là justement pour être là et donner un piquoir en face du gouvernement. Je pense qu'il faut laisser ça comme ça. Il faut d'un côté un Yehud Mishpati de la Memchala qui va donner ses conseils au gouvernement, et en parallèle à ça, le Yehud Mishpati de la Knesset qui va donner ses conseils au sein du Parlement israélien. Dans 99% des cas, ils sont d'accord. Sur ce cas-là, ils ne sont pas d'accord, ce qui va peut-être donner par la suite, encore une fois, peut-être la légitimité au gouvernement de réfléchir, encore une fois, est-ce qu'on veut laisser Miara au sein de continuer à conseiller le gouvernement israélien. Mais alors, on se souvient de la déclaration d'Aryeh Deri au moment où la Cour suprême avait invalidé sa candidature, sa nomination au poste de ministre. Il avait dit, si on me ferme la porte, je rentrerai par la fenêtre. On a véritablement le sentiment que cette loi, c'est un peu effectivement une tentative pour Aryeh Deri de rentrer par la fenêtre. Pourquoi cet acharnement finalement ? Écoutez, le problème est que on a, si vous voulez, la sensation jour après jour que le Yehud Mishpati, la Praklitout, le Bagatz, le parquet, le Bagatz, si vous voulez, essaye à tout prix de faire en sorte que Aryeh Deri ne soit pas au sein du gouvernement israélien. On a entendu encore hier l'ancien conseiller du gouvernement israélien. Effectivement, c'est une déclaration importante, on le disait à l'instant. Avichai Mendelblit lui-même, dans une interview à la télévision israélienne, à Ouvda, une émission de prestige d'Ilana Dayan, a reconnu qu'il n'y avait pas dans l'accord de plaidoyer qui a été conclu l'an dernier, il n'y avait pas de clause qui obligeait Aryeh Deri à se retirer de la vie politique. C'est quand même une révélation assez stupéfiante. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que cette partie, si vous voulez, de l'interview de Mendelblit au sein de Ouvda
ne devait pas apparaître. C'est, si vous voulez... oui, elle était intervenue après. Elle a été intervenue après. Elle a été coupée Elle a été coupée. Donc, ce qui prouve encore une fois, si vous voulez, que les médias israéliens, le parquet, le Bagatz, ont tout fait, si vous voulez, pour amener même des choses qui avaient été dites par Mendelblit, ne seraient pas présentées à la télé israélienne. Cette interview a été, si vous voulez, a été découverte et par la suite a été, donc, si vous voulez, annoncée au sein de Ouvda. Concrètement, Mendelblit, qu'est-ce que ça peut changer ? Mendelblit qui à l'époque avait dit déjà que, si vous voulez, cette montagne qu'on avait essayé de mettre en place en face d'Aryeh Deri, etc., avait accouché une petite souris. Ouais. Mendelblit, à ses yeux, pour lui, Aryeh Deri n'aurait même pas dû arriver au tribunal. Pour Mendelblit, la chose était claire. Aryeh Deri aurait dû terminer devant les bureaux du fisc, avoir une amende et puis affaire conclue. D'ailleurs, c'est ce qui serait arrivé si ce n'était pas Aryeh Deri, ministre au sein du gouvernement israélien. Maintenant, il faut comprendre que du fait que cette loi va sûrement arriver devant le Bagatz, il faut comprendre que le Bagatz, lorsqu'il a été possède, lorsqu'il a invalidé Aryeh Deri, il a utilisé deux propos. Le premier était la Ilat HaSvirut, c'est-à-dire que la clause de raisonnabilité qui disait nous pensons que, d'accord. Et en parallèle à ça, on a une majorité des juges qui ont utilisé ce qu'on appelle le heshtek. Le heshtek, si vous voulez, c'est une sorte d'abus de confiance, une sorte de c'est un peu plus d'un abus de confiance, c'est-à-dire que le tribunal vient et dit Aryeh Deri nous a monté, il nous a dupé. Lorsque Mendelblit vient et dit à haute voix que dans les accords on n'avait jamais parlé du retour ou du fait qu'on empêchait ou que Aryeh Deri avait promis qu'il ne retournerait pas au sein du gouvernement israélien. C'est-à-dire que la Ilat HaShtek qu'ont utilisé les juges n'a pas lieu d'être. Et à ce moment-là, si vous voulez, à partir du moment où les juges ne peuvent plus, ça vide le décret, ça vide le verdict et le décret, et ce qui donnerait peut-être la possibilité à Aryeh Deri de revenir au sein des bancs du gouvernement. Et juste une question, c'est-à-dire lorsque les juges ont étudié le recours, eux-mêmes ne savaient pas que bien il n'y avait pas eu dans l'accord de plaidoyer d'obligation de la part d'Aryeh Deri de se retirer, puisque apparemment c'est-à-dire sur quoi ils se sont référés pour statuer justement cette clause d'abus de confiance ou de manque de duperie de la part d'Aryeh Deri. Une vraie question. C'est vraiment une énigme. Il ne faut pas oublier que même au sein du tribunal, lorsque les représentants de la Yotzat Mishpatit de la Knesset ont été là-bas, et j'étais présent, et j'entends le représentant, donc l'avocat qui était là et qui disait au tribunal, Aryeh Deri et la Knesset et la Yotzat Mishpatit de la Knesset tient à dire que Aryeh Deri n'a jamais promis qu'il ne serait pas ou qu'il quitterait la Knesset ou le gouvernement. Une vraie énigme. Pourquoi est-ce que les juges ont décidé d'utiliser un argument qui, encore une fois, n'est pas fondé aujourd'hui. Il n'était pas fondé et ne sera pas fondé, si vous voulez, donne encore une fois une preuve de plus, peut-être, qu'on a eu. Et ce qu'il ne faut pas oublier, lorsque Ilana Dayan décide de ne pas faire entrer ça dans Ouvda, ce qui nous prouve encore une fois qu'il y a quelque chose, si vous voulez, il y a un élément qui a voulu être caché. Il a été maintenant on a découvert en fait ce qui se passait, une vraie volonté de vouloir enlever et faire disparaître Aryeh Deri du gouvernement israélien. Alors ça c'est un point extrêmement important. Je voudrais revenir avec vous, si vous le permettez, sur un projet de loi qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière, un projet de loi du parti Chasse concernant le Kotel, avec des mesures qui peuvent paraître un peu stupéfiantes, il faut bien l'avouer, c'est-à-dire affirmer que il y a on va revenir sur cette loi qui dit que tout simplement on pourrait condamner une personne à 6 mois de prison pour avoir joué de la guitare sur l'esplanade du mur occidental ou pour s'être présenté de manière plutôt pas suffisamment pudique. C'est quand même assez exagéré et on n'a pas véritablement compris le sens de cette loi. Bon, tout d'abord, je pense que cette loi n'a pas lieu d'être. Je pense que le chef du parti s'est exprimé aussi autour de cette loi.
C'est une loi qui a été déposée par le député Uriel Bousso, mais il ne faut pas oublier que c'est une loi qui existait, qui avait été déposée par l'ancien ministre des cultes, David Azoulay, il y a de ça 20 ans. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, on a pris une loi, on a fait copier-coller, on l'a représentée en 2023, une loi qui n'a pas lieu d'être. Elle n'avait pas lieu d'être, à mon avis, en an 2000, elle n'a pas lieu d'être en 2023. Cependant, il faut comprendre que cette loi, si vous voulez, a été déposée à cause de deux choses. On a un bagatz qui va, le tribunal, la Cour suprême israélienne, va étudier une attira qui a été déposée sur les Neshot à Kotel. Dans une semaine ou deux. Le rabbin du Kotel, le Rav Rabinovitch, a appelé les chefs des partis en leur expliquant la gravité de la chose et qu'il demandait qu'une loi soit déposée. Alors, moi, en parallèle à ça, j'avais travaillé une loi avec Avi Maoz qui, si vous voulez, donnait la possibilité... Parce qu'en fait, on va expliquer la loi et après, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on aurait dû faire. La loi... C'est-à-dire, d'abord, on reconnaît au sein du Parti Chasse qu'il y a eu une erreur. On n'aurait pas dû présenter cette loi de cette manière. Cette loi a été déposée d'une manière... précipitée. Trop précipitée, peut-être. N'a pas été assez étudiée. Comme je vous ai dit, c'est une loi qui, si vous voulez, le député a fait copier-coller d'une loi qui avait été déposée il y a 20 ans. Depuis, l'État israélien évolue, les choses changent au sein du terrain. Donc, comme je vous ai dit, à mon humble avis, la loi n'avait pas lieu d'être en année 2000, n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Je pense que les citoyens israéliens sont assez intelligents pour comprendre qu'il y a un certain respect à avoir en face du Kotel. Malheureusement, on a vu ce qu'a engendré cette loi le lendemain de sa déposition, une femme qui arrive presque nue devant le Kotel. Donc encore une fois, si vous voulez, on reçoit... Il y a des choses qui sont là sur le terrain, qui existent, et on doit avoir un respect en face du Kotel. Maintenant... il y a ce qu'on appelle, cette loi il y a la loi des Mekomot Akdoshim qui a été déposée en 1967. On a une loi en 1981, si vous voulez, et les takanot de la Rabbanut Harashit l'Israël, du grand rabbinat israélien, ces takanot sont exactement la loi qui a été déposée par le député Ariel Bousso. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a pris copier-coller encore une fois de cette takana de la Rabbanut Harashit l'Israël qui dit que dans la mesure où quelqu'un arriverait ou ne respecterait pas la sainteté du Kotel, pourrait arriver à 6 mois de prison. Moi, ce que j'ai déposé dans ma loi était, si vous voulez, de donner l'exclusivité de la décision de ce qui se passe au sein du Kotel et des Mekomot Kedoshim, d'accord, à la Rabbanut Harashit l'Israël. C'est-à-dire que, sans rentrer dans la clause combien de mois de prison, combien d'amendes, est-ce qu'il y a une amende ou il n'y a pas d'amende, de tout simplement bien faire comprendre aux citoyens israéliens, au gouvernement israélien, à l'État israélien, que la seule samrout qui pourrait prendre décision dans les Mekomot Kedoshim est la Rabbanut Harashit l'Israël. J'ai, encore une fois, déposé cette loi au sein de la 24e Knesset. Malheureusement... lorsqu'on a parlé de dépôt de loi, on n'a pas regardé toutes les lois de tous les députés. Je pense que si cette loi avait été déposée, elle n'aurait pas fait les vagues qui ont été faites par le dépôt de loi. Je pose la question, Yossi, parce que le climat, vous l'admettrez vous-même, le climat aujourd'hui en Israël est un climat extrêmement tendu entre les différentes communautés, entre religieux, pas religieux, droite, gauche, centre, autour de la réforme judiciaire. Et la question que l'on se pose, et beaucoup d'Israéliens se demandent, mais pourquoi finalement en rajouter ? Pourquoi rajouter aujourd'hui de l'huile sur le feu ? Pourquoi finalement le gouvernement est là pour 4 ans apparemment ? Pourquoi ne pas faire les choses de manière plus pondérée, de manière plus modérée, d'essayer de faire passer... d'envisager de faire passer des projets de loi qui sont conformes on va dire, au positionnement de votre parti, des partis de la coalition, mais de manière peu à peu, que le public, c'est comme si l'État d'Israël devait engorger sans cesse des changements qu'il n'est peut-être pas capable de tenir. Il ne faut pas oublier tout d'abord que les citoyens israéliens, dans leur grande majorité, ont voté pour ce gouvernement et veulent ces réformes. On n'est pas là pour s'excuser. On est là pour gouverner pour minimum 4 ans, voire peut-être par la suite un mandat supplémentaire. Les citoyens israéliens demandent ces réformes, que ce soit sur le plan judiciaire, que ce soit sur le plan de l'identité juive du pays, que ce soit sur le plan de la souveraineté.
on est là pour mettre en œuvre ce que les citoyens israéliens, ce que l'électorat de droite, dans sa grande majorité, voire peut-être même centre, veulent voir au sein du gouvernement israélien. On s'excuse devant personne, on est là pour travailler, on travaille. En parallèle à ça, oui, on a peut-être la possibilité, ce qui n'a jamais été, à part ça, accompli par la gauche israélienne. Lorsqu'ils sont là, ils règnent, ils posent pas de questions, ils font ce qu'ils ont à faire. On a bien vu au sein du dernier gouvernement. La droite, on a, si vous voulez, un peu tendance toujours d'être là, d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Non, on fera pas plaisir à tout le monde. On est là pour gouverner, pour mettre à l'ordre du jour ce que les Israéliens qui veulent ce gouvernement dans leur majorité, on parle de plus de 2 millions de personnes qui ont voté pour ce gouvernement, qui veulent Benyamin Netanyahou à sa tête, qui veulent les partis orthodoxes, les sionistes religieux, Ben Gvir au sein de ce gouvernement. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas sur le fond, c'est plutôt sur la forme que je pose ma question. Mais le problème, la forme peut-être déranger. Le fond, peut-être, beaucoup de gens peuvent être d'accord, effectivement. Mais sur la manière, sur le rythme à laquelle ces réformes sont entreprises, finalement, peut-être que l'État d'Israël n'est pas suffisamment solide pour tenir le choc de tant de réformes en même temps, de la réforme judiciaire, d'une réforme d'un changement religieux. Effectivement, c'est un gouvernement de droite, c'est un gouvernement dont la moitié des membres sont des gens religieux et orthodoxes, mais peu à peu peut-être. Ce gouvernement, tout d'abord, veut garder le status quo, c'est-à-dire que personne ne veut rendre l'État israélien un État religieux. C'est la première chose. La deuxième chose est peut-être la façon de le faire, mais je pense que le timing est là. Comme je vous ai expliqué, la raison pour laquelle cette dépôt de loi au sein du Kotel a été déposée, c'est parce qu'en parallèle à ça, on a un bagatz qui est là et qui est au-dessus de notre tête. La raison de la dépôt de cette loi sur le Kotel était justement à cause de ce bagatz. C'est-à-dire que le timing est là, on fait avec le timing existant. La forme, bien entendu, on peut toujours faire ça un peu mieux. Encore 2 questions rapidement. Vous êtes pour l'initiative du président de la Herzog de dialoguer, de s'asseoir à la table des négociations et que toutes les parties essayent de trouver un consensus ? Tout à fait. Je pense que même le leader du parti, Aryeh Deri, l'a dit au sein du rassemblement du parti lundi, que nous appelons tous les acteurs politiques israéliens de s'asseoir autour d'une table pour essayer de voir de quelle manière on pourrait avoir un accord très large pour faire passer cette loi. Personne ne veut ne pas entendre, si vous voulez, le deuxième son de la cloche, mais vous savez, lorsqu'on a la Knesset qui est là pour faire passer ces lois, ces discussions auraient dû être au sein de la commission à la Knesset, qui a à sa tête Rothman. Les députés de l'opposition ont préféré venir et mettre le why au sein de cette commission plutôt que de parler d'une manière très sincère sur le fond et sur les changements qu'ils veulent au sein de cette loi, ce qui a amené justement Rothman à être, si vous voulez, très, très froid et très décidé de faire avancer cette réforme. Je pense que si on arrive à s'asseoir ensemble, essayer de trouver la forme et la possibilité ensemble de faire passer cette réforme, je pense qu'on a une très large majorité au sein de la Knesset, même au sein de l'opposition, qu'il faut un changement au sein de cette réforme. J'espère qu'on pourrait arriver dans très peu de temps à ensemble faire passer cette réforme et refroidir un peu l'état d'esprit au sein de... Alors, une dernière question, on en a parlé cette semaine, on a une petite interview de Danny Luz. Vous avez décidé avec Danny Luz d'unir vos efforts, on va dire les députés francophones de la Knesset, pour véhiculer, faire passer le message de l'instauration d'une souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Oui, tout à fait. Je pense que la vallée du Jourdain est sur le plan... sur plusieurs plans, mais que ça soit sécuritaire, que ça soit... on a un accord très large, même au sein de l'opposition, de députés de l'opposition, qui veulent cette souveraineté. Et on est ensemble, on a créé ce lobby pour pouvoir justement appeler les députés au sein de la Knesset, les acteurs politiques, les acteurs israéliens, qui seraient là pour faire avancer et amener cette souveraineté. On travaille ensemble, on a enfin réussi à la Knesset, des députés francophones, on en a un autre, Boaz Bismuth, et on travaillera tous ensemble, en parallèle pour la communauté francophone, mais aussi pour faire avancer cette souveraineté. On a bien entendu
même au sein de la gauche israélienne, un appui très large pour faire passer cette souveraineté. J'espère qu'on pourra faire la passer le plus vite possible. Bien, merci beaucoup Yossi Taïeb, député du Parti Chasse. Et on l'a pas mentionné, mais je pense que ça vaudrait le coup d'un interview particulier. Votre fonction de président de la commission de l'éducation de la Knesset, c'est un sujet extrêmement important. De la culture et des sports. De la culture et des sports aussi, qui est un sujet extrêmement important dont il faudrait qu'on parle peut-être dans une autre occasion parce que l'actualité brûlante est prioritaire. Mais effectivement, on aura l'occasion, j'espère, de reparler de votre action à la présidence de cette commission éducative de l'éducation de la Knesset. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans notre studio pour nous parler de cette actualité brûlante, justement, en particulier autour de la loi Aryeh et Deri. Merci Yossi Taïeb. Merci à vous, bonne journée.